bienvenue dans French Baratin avec Sybille, Raphaël et Cécile. Alors, pour ce nouvel épisode, on va parler de seconde main et plus particulièrement de mode de seconde main. Donc la seconde main, c'est quand on achète quelque chose qui n'est pas neuf et donc que quelqu'un a déjà utilisé ou porté, dans le cadre du vêtement, cet objet. Et il faut savoir que ces dernières années, le marché de la seconde main a littéralement explosé en France. Donc on pourrait se dire que c'est une excellente nouvelle pour l'environnement, puisque on est désormais capable d'offrir plusieurs vies à un même vêtement. Sauf que, il y a quelques années, j'ai vu une marque éthique qui fermait boutique et ça m'a intriguée. Et sa fondatrice avait eu la bonne idée d'écrire un article de blog pour parler des raisons qui l'avaient poussée à arrêter. Et en fait, dans cet article, elle expliquait quelque chose de très intéressant. Elle disait qu'il y avait deux types de personnes qui s'habillaient de façon plus écologique. Et donc, une première partie se dirigeait davantage vers les marques éthiques, qui proposaient certes du neuf, mais qui proposaient à la fois des matériaux plus éco-responsables, comme le lin, comme le tencel, et aussi des lieux de fabrication plus locaux, comme la France ou l'Europe. Et il y avait une autre partie de la population qui, elle, allait davantage vers la seconde main. Et en fait, le problème, entre guillemets, c'est que comme la seconde main est quelque chose de très attractif, parce que les prix sont très intéressants, et ben en fait, il y avait davantage de clients vers la seconde main que vers les marques éthiques. Et elle se retrouvait face à cette situation où elle n'avait pas suffisamment de clients pour survivre. Et donc, je me suis dit, ben en fait, il y a un problème avec la seconde main. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite pour en discuter ensemble. Comme le veut la tradition, je vais vous poser quelques questions pour savoir si vous connaissez bien le marché de la seconde main en France. Vous êtes prêts du coup, Raph et Sybille ? On est prêt. on est prêt. Super. Alors, première question, là on est plutôt sur le français. Est-ce que vous pouvez me donner un synonyme du mot seconde main en français ? L'occasion, le marché de l'occasion. Très bonne réponse. Et donc là, je fais une petite dédicace à ma grand-mère qui me disait à Noël dernier qu'aujourd'hui, tous les Français faisaient du franglais en utilisant le mot seconde main qui vient du mot second hand. Sauf que le mot initial, apparemment, est bien le mot occasion. Et en fait, ça vient du mot opportunité qui vient du coup dire que c'est une bonne affaire. Donc voilà, donc il y a deux mots aujourd'hui en français pour parler de ce phénomène, c'est la seconde main ou l'occasion. Parfait. Alors, deuxième question, est-ce que vous savez quelle est la plateforme qui a démocratisé la seconde main en France ? Moi, je dirais Vinted, parce que c'est celle que tout le monde connaît. Donc peut-être que c'est celle qui l'a fait connaître et donc démocratiser. Et si, alors c'est vrai, et si on essaye juste de revenir à la seconde main plus généralement ? Est-ce que c'est tout, et pas que le vêtement, est-ce qu'il y a une autre plateforme qui peut-être a démocratisé avant Vinted ? Le Bon Coin ? Ouais, Le Bon Coin. Et est-ce que vous savez quand est-ce que ça a commencé Le Bon Coin en France ? C'est plus vieux, c'est sacrément plus vieux. Je dirais les années 2000 ou peut-être même 90, fin 90. Non, ça date de 2006. Ah d'accord. Ah, ok. Et donc, c'est bien les années 2000, un petit peu plus. Et donc, c'est une plateforme vraiment de petites annonces initialement, sur lequel on pouvait tout acheter. Et c'était vraiment très local. Pour le coup, on allait chercher, je sais pas, un four dans la petite ville du coin, ou on allait aussi chercher un appartement. Enfin, il y avait vraiment, on peut tout trouver sur Le Bon Coin. Et même, je crois, si je me trompe pas, tous les deux, vous avez mis des offres
pour trouver des élèves aussi sur Le Bon Coin. Oui, C'est vrai. ouais, Ouais. tout à fait. Donc ça sert un petit peu à tout. On peut acheter un four et trouver des élèves. Des élèves d'occasion, Des déjà élèves utilisés par d'occasion. d'autres profs. Tout à fait. Ok, super. Et du coup, troisième question un peu plus difficile. Quels sont les 3 facteurs qui ont permis le succès de la mode de seconde main? Est-ce que vous avez une idée? Bah, tu l'as dit, c'est moins cher. Mhm. Ouais, c'est vrai. C'est aussi le fait l'augmentation d'une conscience écologique. Du coup, les gens se disent qu'en achetant d'occasion, ils n'achètent pas neuf et du coup, ça réduit la consommation des ressources pour la production de ces vêtements. Et voilà. Mhm. Tout à fait. Super. Et après, j'ai une autre idée, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui ait permis le succès de la mode de seconde main. Mais le grand choix qu'on peut avoir sur Internet, peut-être que c'est facile, en fait, aujourd'hui d'acheter de seconde main. Oui, et notamment par l'arrivée de Vinted aussi, qui a permis un choix énorme. Euh, oui, tout à fait. Et est-ce que vous avez d'autres idées encore? J'ai encore d'autres facteurs. Est-ce que je vous dis ceux que j'avais trouvés? Ah oui, vas-y, dis-nous. On est curieux de Le savoir. suspense Le est à son suspense comble. est à son comble, on n'en peut plus. Et bien en fait, déjà ces 10 dernières années, il y a vraiment une explosion de la vente en ligne et par extension de la vente en ligne de vêtements. Et en fait, au début, quand la vente en ligne a explosé, on pensait que la vente de vêtements en ligne, elle n'exploserait pas. Parce qu'il y avait vraiment ce frein de l'essayage qui n'était pas possible. Et en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, un produit sur 2 acheté en ligne est un vêtement. Donc c'est assez énorme. Il y a effectivement le choix, et notamment par l'arrivée de Vinted aussi, qui a été très très importante. Et il y a un dernier facteur un peu plus culturel qui est celui de la mode vintage. Parce qu'en fait, de plus en plus, on n'a pas envie que tout le monde porte les vêtements qu'on porte. On a envie d'être unique. On a envie d'avoir une identité vraiment unique à nous, qui soit propre à nous. Et donc, culturellement, forcément, on a eu envie d'aller un peu chiner les pièces d'antan, parce qu'il y avait beaucoup plus de choix, encore une fois, que ce qui était proposé par la fast fashion. Voilà. 4e question. À votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer que Vinted a mieux marché que Le Bon Coin? Puisque Le Bon Coin, comme on l'a vu il y a quelques minutes, propose de pouvoir acheter plein de choses de seconde main, mais aussi des vêtements. Est-ce que vous avez des idées? Moi, je me demande si c'est pas les filtres sur le site de Vinted, parce que, oui, pas seulement Vinted, mais peut-être tous les sites internet qui proposent des vêtements de seconde main permettent de classer ces vêtements par taille, par couleur, par marque, et c'est donc assez pratique de s'y retrouver. Je ne pense pas que Le Bon Coin ait autant d'options proposées lorsqu'on fait une recherche. Oui, tout à fait. Il y a énormément de fonctionnalités sur l'application de Vinted qui s'est spécialisée initialement dans le vêtement. Donc forcément, ils ont été beaucoup plus précis que pouvait l'être Le Bon Coin. Et ergonomiquement parlant, Vinted est beaucoup plus agréable à regarder et à utiliser que Le Bon Coin, qui a toujours gardé cet aspect un peu vieillot, même si... comme on savait qu'on trouvait souvent ce qu'on voulait sur Le Bon Coin, on y allait, mais qui n'avait pas ce côté un peu ludique aussi par rapport à Vinted. Et enfin, dernière question, quel est le premier pays utilisateur de Vinted? Je sais pas. C'est pas grave. Sybille, une idée? Moi, j'ai l'impression qu'on l'utilise beaucoup en France et en plus, on est un pays qui comporte pas mal d'habitants. Donc, je dirais la France.
Eh bien, félicitations, c'est une bonne réponse pour Sybille. Et les chiffres sont assez impressionnants parce que il faut savoir déjà qu'en France, on est 67 millions d'habitants et il y a 23 millions d'habitants qui sont utilisateurs sur Vinted. Donc c'est assez Ouais, c'est énorme. C'est quasiment un Français sur trois qui est sur Vinted. Et c'est une marque initialement qui était lituanienne, enfin qui est toujours originaire de Lituanie, et qui avait décidé de s'exporter aux États-Unis très rapidement. Et ça marchait plutôt pas mal. Ils avaient fait, je crois, des levées de fonds. Euh, mais c'était pas suffisant vraiment pour en vivre. Et en fait, ils avaient fait appel à une personne pour remonter la barre. Et il avait proposé vraiment de se focaliser sur la France. Et en fait, c'est grâce à la France que Vinted est aussi, C'est euh, fou. est aussi connu aujourd'hui parce que on était prêt psychologiquement d'une certaine façon à acheter de seconde main. Et notamment, je pense que en fait, c'est aussi grâce au Bon Coin, qu'on était prêt psychologiquement à passer Mhm. vraiment à la mode de seconde main et pas juste la seconde main en général, qui était peut-être plus sur les objets. Voilà. Donc, pour la petite histoire sur, euh, sur la seconde main en France et Vinted. Mais félicitations à tous les deux. Merci. Merci. Vous avez très bien réussi le texte. Maintenant, je vous propose de partager votre expérience et de savoir un petit peu justement, est-ce que vous portez aujourd'hui des vêtements de seconde main? Si oui, par quel canot vous utilisez? Et sinon, quels sont les critères pour acheter vos vêtements aujourd'hui? Voilà. Est-ce que Sybille, tu veux commencer? D'accord. Moi, là, sur moi, par exemple, je porte, alors, j'allais dire 2 vêtements sur 3 qui sont issus de Vinted. Je ne porte pas vraiment que 3 vêtements, mais il y en a 3 que je vois. C'est déjà pas mal, 3 vêtements. Oui, un t-shirt, un pantalon et un gilet. Et le gilet et le t-shirt viennent de Vinted. Donc oui, j'utilise pas mal ce site internet qui me plaît pour plusieurs raisons. Pour le côté a priori écologique, effectivement, la dimension économique et aussi beaucoup pour moi la dimension pratique parce que je n'aime pas trop aller dans les magasins où je trouve qu'il fait souvent trop chaud, il y a trop de musique et je n'aime pas y passer du temps. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise Vinted pour acheter des vêtements dont je connais le modèle en général. Donc si c'est par exemple un pantalon que j'ai déjà acheté dans le passé dans un vrai magasin et je sais qu'il me va bien, eh bien je peux le racheter d'une autre couleur, par exemple, sur Vinted. Au niveau des ventes, en revanche, j'en ai fait quelques-unes parce que j'avais acheté justement des pantalons que je n'avais pas eu l'occasion d'essayer, mais qui étaient d'une marque dont je savais qu'elle se revendrait très bien, donc je n'ai pas eu peur d'acheter en sachant que j'étais sûre de revendre. Mais en général, je préfère quand même donner les vêtements que je n'utilise plus plutôt que de gagner quelques euros. Et surtout, je garde les vêtements que j'ai parce que je les aime bien et que je n'achète pas non plus des dizaines et des dizaines de vêtements. Donc, je n'ai pas de trop plein de vêtements chez moi. Mais ça me fait penser aussi à parler de l'exemple d'une amie qui, elle, fait un troc de vêtements chez elle. Et en fait, ce qui est sympa dans son système de troc de vêtements, même si le public est plus limité que sur Vinted, par exemple, c'est qu'elle personnalise l'échange de vêtements parce que chaque personne qui donne un vêtement, qui propose son vêtement, raconte son histoire. Donc, elle dit j'ai passé une très belle journée d'été ensoleillée dans cette petite jupe et elle vous apportera plein de bonheur si vous faites aussi un pique-nique. Voilà. Et donc, je trouve ce concept assez sympathique comme expérience. Alors moi, je l'inclus dans mon expérience parce qu'une fois, je lui ai donné un vêtement et j'en ai récupéré 2. Voilà, mais j'ai pas encore beaucoup pratiqué ça, mais je trouve ça très sympathique. C'est très poétique.
Et toi, Raphaël, alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi aussi, tu achètes sur Vinted? Alors non, pas du tout systématiquement. J'ai une fois acheté quelque chose sur Vinted, c'était un blouson. Euh, mais en fait, moi, dans le passé, j'achetais quand j'étais étudiant et après, j'achetais toujours mes vêtements chez Célio, qui est une entreprise de prêt-à-porter française. Voilà, c'est comme H&M ou d'autres. Mais voilà, ces vêtements, niveau qualité, on sait bien qu'ils sont quand même pas terribles. Au bout d'1 ou 2 ans, ils sont usés, on est obligé d'en racheter. Voilà, c'est de la fast fashion. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ben, j'ai aussi commencé à avoir plus une conscience des enjeux écologiques et sociaux aussi, beaucoup de la fast fashion, des impacts en fait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser plus aux marques qui avaient une approche plus écolo ou axée sur des vêtements de meilleure qualité. Et en fait, moi, mon approche maintenant, c'est plutôt de d'acheter des vêtements qui seraient de meilleure qualité et qui du coup dureraient plus longtemps et de préférence, enfin même de grosse préférence, produits dans des conditions sociales et écologiques correctes, quoi. Voilà, et donc en visant par exemple des vêtements qui ne sont pas en coton, parce que le coton est vraiment une catastrophe écologique et sociale et humaine, mais plutôt des matières plus respectueuses de l'environnement, comme le tencel ou le lin, des choses comme ça. Je me suis renseigné un petit peu, le coton c'est la 3e culture la plus consommatrice d'eau. Il concerne 55% de l'irrigation dans le monde. Et il faut 10 600 litres d'eau pour produire seulement 1 kilo de coton. Donc c'est absolument dingue. Et c'est notamment, par exemple, la mer d'Aral en Asie a été asséchée à cause de la production du coton, parce qu'ils ont détourné des fleuves pour l'irrigation. Et du coup, la disparition de la mer d'Aral, mais ça a aussi un gros impact sur les gens sur les cultivateurs en fait du coton à cause de l'utilisation des pesticides. Ils développent beaucoup de maladies et de choses comme ça parce que du coup les pesticides se retrouvent dans les brouillards, dans l'eau des pluies. Les gens se retrouvent vraiment exposés beaucoup à ces pesticides. Donc et sans parler ensuite dans le cadre de la fast fashion traditionnelle, des conditions de la production des vêtements. Je sais d'ailleurs pas comment on prononce, si on dit tencel ou tencel. Ou Moi, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'ai dit tencel. Tencel, ouais, t'as dit tencel. Ouais, j'ai vrai. Moi, Donc, je dis tencel. Ouais, c'est vrai, avis si des Français nous écoutent, oui, pour qu'on puisse le prononcer correctement. Ok. Qu'est-ce que tu fais, toi, Cécile? Alors, moi, j'ai compté ce week-end. J'ai sorti tous mes vêtements de mon armoire pour voir le pourcentage de seconde main. Et c'était à peu près 50-50. Et j'ai découvert vraiment il y a 10 ans, quand j'étais partie en Angleterre pour une année d'études, parce que au Royaume-Uni, la seconde main, c'est très très populaire par ce qu'on appelle les charity shops. D'ailleurs, on n'a pas vraiment de traduction, on dit magasin caritatif, je crois, en français, mais c'est pas aussi développé que là-bas. Et donc, à tous les coins de rue, au Royaume-Uni, il y avait un charity shop et c'était génial parce que quand on est étudiant, tu peux te vêtir pour très peu. Et par la suite, quand je suis arrivée à Paris, je suis devenue assez écolo. Et là, j'ai commencé plus à me diriger vers les vide dressing. Donc, comme son nom l'indique, c'est quand on vide son dressing. Donc, le dressing, c'est le placard où on a tous nos vêtements. Et donc, c'était des événements où il y avait plein de personnes qui apportaient tous les vêtements dont ils voulaient se séparer. Et donc là, c'était très, très chouette. J'ai pu acheter plein de vêtements comme ça. J'étais pas trop fan des friperies parce que il fallait chiner, il fallait fouiller.
Ça sentait un peu le renfermé. J'étais pas très très fan. Et en plus, j'aime pas trop la mode vintage. Parce qu'il y a toujours plein de motifs à fleurs. Enfin, dans les années 70, c'était pas trop ce que j'aimais. Moi, j'aimais bien les choses unies. Et bizarrement, à cette époque, ils étaient très, très heureux dans le choix de leurs vêtements. Et donc, ouais, c'était pas ce que je préférais. Et j'ai aussi découvert, je connaissais pas du tout avant, c'est les dépôts-ventes, où c'est un magasin qui revend les vêtements des particuliers, et donc ils prennent chacun 50% du prix du vêtement vendu. Et donc j'ai commencé à acheter quelques vêtements comme ça, et par la suite, je suis devenue moi-même revendeuse. Donc ça, c'était sympa aussi, mais c'était plus des vêtements un peu de marque. J'étais arrivée, je me rappelle, la première fois avec 2 valises entières de vêtements dont je voulais me débarrasser. Ils ont accepté un manteau sur les 2 valises. Ils étaient un petit peu élitistes, on va dire, en termes de vêtements. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'était assez pratique. Et en fait, moi, j'utilise pas du tout Vinted. J'ai jamais téléchargé l'application. Je suis déjà allée un petit peu par curiosité pour voir ce qu'il y avait sur Vinted. Mais justement, moi, il y a trop de choix. Enfin, c'est trop compliqué. Après, je sais qu'il y a les filtres et tout ça. Mais et puis, j'ai besoin d'essayer. J'ai quasiment jamais acheté un vêtement en ligne parce que j'ai besoin d'essayer. J'ai pas envie forcément de retourner le produit parce que pour des questions écologiques, je trouve ça assez limite. Et j'essaye de privilégier les marques, les marques éthiques, mais en fait, souvent, elles n'ont pas de boutique physique. Donc, tu peux pas non plus essayer, donc c'est un peu frustrant. Et les seuls vêtements où j'arrive à acheter en ligne, et notamment du coup la éthique, c'est plus les pyjamas, les bodys, enfin ce genre de vêtements entre guillemets, où si c'est pas parfaitement coupé, c'est pas très grave parce que souvent on fait pas un défilé de mode en pyjama quoi. Donc j'arrive à acheter dans ces cas-là, mais c'est vrai que j'ai aucun vêtement acheté en ligne et du coup encore moins sur Vinted. Mais par contre, je regarde comment je suis habillée et mes 3 vêtements principaux, ce sont aussi de la seconde main. Donc on fait un bon ratio. Voilà. Si ça vous va, on va pouvoir passer au débat, la partie fatidique de ce podcast. Allez, c'est parti. Pour justement, on va se poser la question est-ce que la seconde main, est-ce que vous pensez que c'est un modèle durable ? Voilà. Est-ce que tu veux commencer, Raph, par donner ton avis ? Oui, enfin, à mon avis, je dirais plutôt non. C'est en particulier en raison des dérives un petit peu liées à l'utilisation de sites comme Vinted, où on est passé d'un projet qui à l'origine était de faire des échanges entre quelques particuliers à une entreprise où les gens détournent un petit peu le concept pour en faire une manière de gagner de l'argent, quoi. Donc on se retrouve avec de nouveau un système qui encourage finalement une consommation, alors que l'idée à la base c'était justement de la réduire. Donc bon, ça c'est le cas de Vinted. Après, on pourrait voir d'autres formes de seconde main, mais voilà. Moi, c'est l'une des limites que je vois. Alors moi, je pense que oui. Donc je vais pas être d'accord tout à fait avec le fait de conclure non, parce que je pense qu'en fait, il faut observer les limites en fait et comprendre d'où elles viennent et du coup trouver des solutions. Mais je pense que avec un bon cadre en fait, oui, la seconde main ça peut être une super solution entre autres solutions. Et donc ce que dit Raphaël, c'est tout à fait vrai. Il y a une dérive
de l'utilisation de la seconde main, du fait de vendre les vêtements qu'on a achetés. Il y a un article, même plusieurs articles et même un épisode de podcast qui ont été faits par un journaliste du Monde qui s'appelle Nicolas Santolaria et qui s'est beaucoup intéressé à ce sujet. Et en fait, c'est vrai que ce qu'il explique qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une utilisation des sites qui permettent de vendre d'occasion qui est faite en combinaison avec une utilisation de la fast fashion. Et c'est ça qui pose vraiment problème, c'est que beaucoup de jeunes, c'est pas pour faire une généralité sur les personnes qui sont jeunes, mais en tout cas beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices du numérique utilisent des sites comme Vinted pour gagner de l'argent, pour réacheter des vêtements dans la fast fashion, notamment sur le site qui s'appelle Shein ou Shine, je ne sais pas trop comment on prononce. Et donc, en fait, il y a cette utilisation en combinaison parce que finalement, quand on achète de seconde main, ça fait moins dépenser, voire ça fait gagner de l'argent parce qu'on peut vendre ses vêtements et donc on va les redépenser dans de la fast fashion. Et puis, ça va faire aussi une excuse pour consommer plus parce qu'on se dit oui mais bon l'impact écologique est moins important puisque c'est sur Vinted et ce n'est pas dans un magasin voilà ça. Donc il y a c'est ça mais je pense qu'on n'est pas obligé de faire ça, on n'est pas vraiment, moi par exemple j'achète pas sur Shein, j'achète juste de temps en temps sur Vinted et surtout je ne me dis pas ah bah tiens je vais acheter ça parce que plus tard je le revendrai. Voilà, donc je pense que ça c'est effectivement une limite mais qu'on peut éventuellement dépasser en changeant de mode de consommation et de mode de raisonnement. Oui, bah, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, mais c'est vrai que il y a des dérives, comme dans beaucoup de choses comme ça. Il y a des gens qui détournent un petit peu l'idée de départ pour voilà et pour gagner de l'argent. Mais il n'empêche que d'autres personnes peuvent l'utiliser de manière tout à fait raisonnée et correspondante au modèle de départ et à l'idée de départ. Ouais, tout à fait. Mais c'est intéressant parce que, Sybille, tout à l'heure, tu disais justement que tu n'avais pas eu peur d'acheter un pantalon. C'est vrai. Parce que tu savais que j'ai dit ça. Tu savais que tu pourrais peut-être le revendre si tu n'allais pas. Donc, c'est assez intéressant de penser à ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression... Enfin, on essaye un peu par tous les moyens d'arrondir nos fins de mois. Que ça soit par la revente de vêtements via Vinted, que je pense notamment à Airbnb, de mettre ou d'autres plateformes d'ailleurs, de louer son appartement quand on est en week-end. Je pense quand on fait du covoiturage, justement, aussi, on va rajouter des places, des places dans sa voiture. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ça part vraiment d'une volonté écologique. Donc ça part vraiment d'une bonne intention. Et finalement, petit à petit, on sent que les systèmes se professionnalisent parce que petit à petit, on pense davantage à ce que ça va nous rapporter que vraiment, du coup, à l'objectif de départ. Et ça me fait d'ailleurs penser, quand tu disais tout à l'heure aussi, Sybille, que tu préférais donner tes vêtements usés, déjà utilisés, plutôt que de les revendre pour quelques euros. Et je lisais un article qui disait justement que les magasins donc caritatifs, ces fameux charity shops même en France, voyaient... alors c'était assez intéressant parce qu'ils avaient beaucoup plus de vêtements qu'avant. Ah, et oui. Donc ça, c'était lié notamment à la fast fashion, parce que les gens achetaient énormément. Mais par contre, une baisse drastique de la qualité, puisque tous les vêtements qualitatifs, ils étaient vendus où ? Ils étaient donnés où ? Sur Vinted. Et donc, en l'occurrence, pas donnés, mais vendus. Et donc, c'était terrible pour ces magasins-là, parce qu'ils se retrouvaient avec un travail supplémentaire de par la quantité, mais une possibilité moindre de les revendre, puisque ils étaient en très mauvais état. Donc c'était un vrai problème à ce niveau-là. Et c'est là où on sent un modèle un peu plus individualiste qui se crée au détriment des magasins de dons qui
rappelons-le, se permettent aussi à des personnes en réinsertion de contribuer à une mode plus éthique. Oui, effectivement, dans son enquête, Nicolas Santolaria a interrogé une personne d'Emmaüs qui disait exactement ce que tu viens de dire. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait la notion qu'on se transformait tous en micro-capitalistes à vouloir tout faire payer. Par exemple, au lieu de prêter sa perceuse à son voisin, de la même manière qu'on va mettre un vêtement sur Vinted, et ben, on va la mettre sur une plateforme pour la louer. Voilà. Et moi, j'avais jamais pensé à ça avant, à cet aspect philosophique. Et c'est vrai que c'est un peu dommage si on perd le goût de l'échange et du don. Et c'est une petite parenthèse, mais c'est un phénomène qu'on a pu observer avec d'autres initiatives d'échange comme Airbnb par exemple. À la base, l'idée c'était d'échanger des appartements et puis c'est devenu une industrie avec des logements Airbnb avec tous la même décoration, etc. Voilà. Clairement. Ouais. Et vas-y, je t'en prie. Tout comme dans les paquets Vinted qu'on peut recevoir, donc tu ne connais pas ça, Cécile, et bien on va tous avoir le même petit mot avec un petit cœur. Merci pour votre achat. Oui, il y a toute une expérience un peu policée. Je repense, d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'épisode qu'on a fait sur les notes. Mais comme sur Vinted, si je ne me trompe pas, l'acheteur a des notes, il y a aussi ce côté très policé où on va être sympa, on va créer une expérience et, pour que la personne soit heureuse et soit fidèle par la suite. Donc non, c'est assez intéressant de voir ça. Mais moi, je me suis fait la réflexion la dernière fois quand je discutais avec une amie pour savoir si elle avait besoin d'un appartement, d'une chambre où dormir, était obligée presque de préciser que ça sera gratuit. Oui. Parce qu'en fait, on a tellement une volonté d'optimiser beaucoup de choses que même vis-à-vis de nos amis, alors que c'est évident, en tout cas, ça me paraît évident que de l'offrir, en fait, de préciser quand même que ça sera gratuit pour que la personne ne pense pas est-ce que je dois lui proposer de l'argent parce que sinon peut-être c'est un manque à gagner, etc. Et c'est assez... ça fait un peu peur. Et j'aime beaucoup le terme de micro-capitaliste. J'avais pas entendu parler de ce terme-là. Et c'est tout à fait ça. C'est fou. Ouais, il a inventé plusieurs termes. Il y avait aussi le déconso-consumériste. Donc tu as l'impression de déconsommer, de ne pas trop consommer, mais en fait tu es consumériste. En parlant notamment de Vinted et parce que je l'ai entendu aussi ce podcast, il parle aussi d'une autre application, Temu. Je crois que c'était aussi par rapport à celle-là, parce que dans celle-ci, en plus, ils ont ajouté un aspect ludification, où du coup, tu peux gagner des points, et il y a, quand tu ouvres l'appli, il y a une roue de la fortune qui va te permettre de gagner des bons de réduction à utiliser plus ou moins tout de suite. Donc ça te pousse immédiatement en fait à consommer, et en consommant, tu gagnes des points. Ouais. Moi, j'avais entendu, le même, c'est pas le même terme, mais c'est la même idée. J'avais entendu parler il y a quelques années de l'effet rebond. Et j'avais découvert ça. Alors, c'était pour le covoiturage, où donc moi, j'essayais d'être écolo à Paris. C'est vraiment là où j'ai eu ma conscience écologique qui s'est réveillée. Et un jour, mon père me montre un article sur le covoiturage, comme quoi c'était pas du tout écologique. Et il aimait bien se moquer un petit peu de moi en disant que j'étais écolo, mais pas trop. Bref. Et j'étais vachement énervée parce que je prenais toujours du covoiturage et j'étais pas fière, mais un petit peu parce que j'avais l'impression de contribuer pour l'environnement. Et il parlait dans cet article, c'était passionnant, de ce fameux effet rebond. Que oui, c'est écologique d'aller d'un point A à un point B avec plusieurs personnes, puisque forcément, une seule voiture plutôt que 4, par exemple, c'était beaucoup plus écologique. Sauf que si, parce qu'on gagnait de l'argent, en tout cas on en perdait moins,
Le premier week-end, on allait à Bordeaux, on faisait Paris-Bordeaux. Le deuxième week-end, on allait à Lille. Le troisième week-end, on allait à Strasbourg. Le quatrième week-end, on allait à Clermont-Ferrand. Et ben en fait, c'était exactement le même impact, puisqu'on avait fait 4 fois plus de trajets, puisqu'on avait fait suffisamment d'économies pour repartir ailleurs le week-end suivant. Et j'étais pas très à l'aise parce que c'était exactement ce que je faisais. Et en fait, cet effet rebond, je le trouve vraiment passionnant parce qu'il fonctionne dans plein de domaines différents. Et là, en l'occurrence, dans le domaine de la mode, c'est exactement ça. Et parce que on fait vraiment marcher l'économie circulaire, mais si on achète plus à côté grâce à cet argent, et ben en fait, on agrandit le cycle, enfin, la mode circulaire. Donc au final, ça revient au même résultat à la fin, voire ça annule les effets. Et donc c'est là où c'est vraiment intéressant d'avoir cette notion de, pas juste de mieux, mais de moins. Moi, cet effet rebond, en fait, ça me fait vraiment penser à un épisode de The Good Place, qui est une série... Alors, vous n'allez pas comprendre tout de suite le rapport, mais je vous explique. C'est une série qui parle de personnes décédées qui arrivent dans une sorte de paradis, et il s'avère qu'en fait, en fonction des actions qu'on a faites sur Terre, si c'était plutôt des bonnes actions, on va au paradis, donc The Good Place en anglais, et si on a plutôt été méchant et qu'on a fait des mauvaises actions, on va aller dans The Bad Place. Et à un moment, on découvre qu'en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué d'accéder à The Good Place parce que le monde est devenu plus compliqué et que beaucoup d'êtres humains ont mené des actions qu'ils pensaient positives mais qui avaient des conséquences mauvaise. Voilà, et donc c'est un peu drôle cette idée que le monde est devenu trop compliqué et je trouve que c'est super intéressant parce qu'effectivement nos actions peuvent avoir des conséquences négatives alors qu'on pensait faire quelque chose de positif et en même temps c'est un peu dommage peut-être de trop culpabiliser à cause de ça aussi parce qu'on est de bonne volonté, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que faire des bonnes choses soit plus facile, qu'on contrôle mieux les conséquences de nos actions. Mais en tout cas, voilà, c'est une réflexion que j'avais sur le fait que, comme on dit en français, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc parfois, on veut faire des bonnes choses et en fait, elles sont plutôt négatives au final. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, mais ça me fait penser à ce que tu viens de dire, Cécile, par rapport à pas seulement mieux, mais moins en termes de consommation. Et c'est vraiment ça, c'est là qu'on peut consommer malgré ce cadre un petit peu compliqué où on peut se retrouver à partir de mauvaises intentions, mais de bonnes intentions et se retrouver entre guillemets en enfer, in the bad place. Une bonne approche, c'est peut-être de rester dans l'idée de consommer moins, éventuellement mieux en termes de qualité, mais ça peut être l'approche de chacun, à chacun de voir, mais surtout aller vers le moins. Voilà. Il y avait une influenceuse que j'aime beaucoup, dont j'ai perdu le nom, qui a écrit un livre justement sur le consommer moins et le consommer mieux mais moins. Et d'ailleurs, c'est elle qui parle de la méthode bisou. Qu'on peut utiliser justement pour... c'est un acronyme qui permet à chaque achat de se poser des bonnes questions. Et ça a été repris énormément en France, cette méthode justement pour avoir des choix plus raisonnés avant l'achat. Et elle expliquait dans son livre justement, parce que le slogan un peu de la mode responsable, en tout cas pour encourager les gens à consommer de manière plus responsable, donc c'est consommer moins mais mieux. Et elle disait que les gens s'étaient d'abord intéressés au consommer mieux. Et ça fait, on va dire, ça fait peut-être depuis 2015 vraiment où il y a eu une explosion des solutions plus écologiques, plus durables. Et en fait, on avait aujourd'hui professionnalisé effectivement les choses et ça permettait
aux consommateurs de se retrouver exactement dans la même situation que pour le neuf, là, si on parle de seconde main. On va avoir des boutiques beaucoup plus léchées, beaucoup plus agréables en termes de décoration. Enfin, on recrée les mêmes conditions, finalement, que la fast fashion. Pareil pour les applications. Le Bon Coin, c'était très artisanal. Vinted, c'est clairement c'est très bien pensé pour qu'on ait envie d'acheter mieux, entre guillemets. Mais du coup, ça nous a pas du tout encouragé à consommer moins. Et elle disait qu'on aurait d'abord dû commencer par le consommer moins avant le consommer mieux. Sauf que psychologiquement, c'était très dur parce que les options étaient très alléchantes. Ouais, Et donc, mais c'était compliqué. on se retrouve à mettre en face à face une approche complètement anticapitaliste avec une approche complètement capitaliste. Enfin, toutes ces entreprises comme Vinted, à un moment donné, elles développent un modèle capitaliste, elles veulent gagner de l'argent. Donc, ça crée une approche... Voilà, ça va complètement à l'inverse d'une idée écologique, même s'ils se disent vouloir être plus écologiques. Alors, ouais. Oui, c'est difficile de demander à une entreprise qui vend des vêtements de ne pas vendre ses vêtements. Ouais. Et donc, il y a une notion qu'on n'a pas abordée, qui est importante, je pense, dans ce contexte, c'est le greenwashing et en français éco-blanchiment, si on veut utiliser un terme français. Et donc, oui, les entreprises se retrouvent à faire de l'éco-blanchiment, donc c'est-à-dire à parler de valeurs écologiques dans leur marketing plutôt qu'à réellement faire des progrès écologiques. Ouais. Et alors, est-ce que je peux rebondir aussi encore sur c'est ce que vous venez de dire, que finalement, il y a une opposition entre consommer mieux et consommer moins, et qu'il faudrait avoir la démarche donc de moins consommer. Mais je pense qu'à l'échelle collective, c'est pas forcément évident pour tout le monde d'avoir cette démarche et de dégager du temps aussi pour y réfléchir. Et donc, je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent être prises aussi au niveau public, en fait, au niveau d'une ville, voire au niveau de l'État. Et donc là, je pense à tout ce qui concerne la publicité et l'encadrement de la publicité. Et je pense à une initiative qui a été prise au printemps 2021 par la commune de Saint-Dizier, dans l'est de la France, qui a remplacé les affiches publicitaires dans les panneaux publicitaires par des œuvres d'art et par des visages, parce qu'on ne voyait plus les visages qui étaient cachés par des masques, puisque c'était la période du Covid. Et donc, en fait, en supprimant la publicité, mais en la remplaçant par de la culture, ils ont enjolivé leur ville. Le nom du projet, c'était une phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde », donc très poétique. Et surtout, peut-être qu'ils ont réduit l'envie de consommer très vite et très fréquemment. Voilà. Et ça, il y a un reportage qui est intéressant là-dessus dans le podcast Les Pieds sur Terre. Et j'en profite pour dire que c'est un podcast produit par France Culture. Je m'étais trompée la dernière fois que j'ai parlé de ce podcast. Ok. Je vous propose peut-être de partager, si vous avez des alternatives qui sont encore mieux que la seconde main. Quelles sont-elles ? Est-ce que, Sybille, toi, tu as une... Alors, moi, j'ai entendu parler de la location de vêtements. Je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas assez intéressée par la mode pour avoir envie de recevoir tous les mois des nouveaux vêtements. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire peut-être pour des occasions, par exemple pour louer une belle robe pour un mariage. Ce serait peut-être une bonne idée. Donc, je suis allée sur le site internet d'une de ces entreprises qui s'appelle Le Closet et qui propose en fait à ses utilisateurs de louer des vêtements, je crois entre 3 et 8 vêtements, quelque chose comme ça chaque mois, et ils donnent les résultats en termes écologiques. Alors évidemment, c'est eux qui nous les donnent, donc ça pourrait aussi être de l'éco-blanchiment. Mais ce que je voulais partager avec vous, c'est qu'ils disent que quand même 75% de leurs abonnés disent qu'ils achètent moins de vêtements neufs. Voilà, on ne sait pas s'ils achètent moins de vêtements tout court. Ils ont dit aussi que ça permettait d'éviter 7 millions de douches. Et alors au début, j'ai pas compris du tout. Je me suis dit, mais les gens ne se douchent plus parce qu'ils portent des vêtements qui ne sont pas les leurs. Je ne comprends pas. Et puis après j'ai réfléchi.
sur mon vélo, moyen de transport écologique, tout ça. Et là, j'ai compris que c'était un équivalent et qu'il voulait juste dire qu'ils évitaient 550 millions de litres d'eau qui auraient été utilisés dans la production de ces vêtements. Voilà. Et donc, ça semble avoir un impact écologique important. Je ne sais pas si c'est la réalité. Et pour ma part, une des alternatives que je vois, donc c'est toujours de rester dans la seconde main, parce qu'il y a énormément d'avantages à la seconde main, puisqu'on ne réutilise pas les matières premières, on crée pas de déchets, on ne crée pas de transport supplémentaire, etc. Mais par contre, c'est de faire de la seconde main qu'avec des vêtements éthiques, justement pour vraiment combiner les avantages des deux et pour vraiment refonder finalement les structures de l'industrie de la mode, qui est aujourd'hui une des industries les plus polluantes au monde. Et il y a une personne qui a eu cette excellente idée de créer cette entreprise, et elle s'appelait initialement Ethic 2 End, donc Ethic to End, je ne sais pas exactement comment le prononcer, et ça a été renommé récemment en Reloved, donc aimer de nouveau. Et donc sur cette plateforme, c'est vraiment une plateforme de mise en relation entre particuliers pour revendre des vêtements, mais que de marketing. Et elle propose également aux marketing de vendre leur fin de série, justement. Et pour moi, c'était un peu le meilleur des deux mondes que je trouvais intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et donc, pour conclure, je vais vous demander à chacun si vous avez un petit mot à rajouter sur le sujet de cet épisode. Et moi, je pense que ce serait intéressant de trouver des solutions pour mieux communiquer justement sur les modes de consommation écologiques et éthiques. Et à l'inverse, pour moins communiquer sur la fast fashion et toutes ces manières de consommer qui sont en fait pas du tout écologiques. Voilà. Et donc peut-être au niveau des institutions publiques de mettre moins de publicité pour la mode. Alors, il ne s'agit pas d'interdire comme avec le tabac ou l'alcool, mais quand même peut-être leur laisser moins de place et au contraire laisser plus de place aux initiatives intéressantes et écologiques. Très intéressant, ouais. J'étais en train de penser à quelque chose comme ça aussi, ouais. Sensibiliser plus la population aux impacts écologiques et sociaux de ce genre, de cette consommation-là de la mode. Et toi, Cécile, alors qui connais très bien le sujet, comment est-ce que tu conclus ? Eh moi, j'aimerais bien que le gouvernement fasse un petit peu plus pour la mode éthique, pour que justement les marques de mode éthique puissent survivre, encore plus en ces temps de crise, parce qu'on sait que c'est très très compliqué en ce moment. Et justement peut-être permettre, par exemple, c'est vraiment un exemple, c'est de créer une TVA plus basse pour tout ce qui est mode éthique, que ce soit mode éthique ou seconde main de mode éthique. Par exemple, qu'on reste à 20% pour la fast fashion, mais 5,5% pour la mode éthique. C'est aussi obliger les entreprises à être beaucoup plus transparents sur leurs étiquettes pour que justement le greenwashing ou éco-blanchiment ne soit pas aussi important, parce que c'est facile quand on met coton bio ou je ne sais quel argument de vente d'être un petit peu facilement manipulé, parce que on est aussi humain, et encore plus quand un vêtement nous plaît. Et donc vraiment de préciser chacune des étapes de fabrication, d'où vient la matière première et tous les traitements qu'ont subit les matières premières. Et pour conclure, je voudrais faire une petite dédicace à toutes les entreprises françaises qui œuvrent pour que la mode responsable se développe en France, pour que ça se démocratise. Donc je voulais remercier l'influenceuse Is No Good, que j'aime beaucoup, la marketplace We Dress Fair, le podcast Nouveau Modèle qui étudie la mode éthique sous toutes ses coutures, et à toutes les marques de vêtements qui existent encore aujourd'hui, mais aussi celles qui ont fermé pour justement les raisons économiques dont on a parlé au début. Je pense notamment à Atelier 1. Et de notre côté, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. À bientôt sur French Baratin. À bientôt. À bientôt.